Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle saison. Je ne sais plus combien d'années ça fait, mais bon. Votre soutien, votre fidélité nous intéresse et nous fait beaucoup de bien. Donc on est revenu. J'espère que vous allez nous accorder à nouveau votre confiance sur une saison nouvelle qui va être dense, parce que comme vous le savez, il y a deux élections majeures. Si on reste dans le domaine de la politique, une élection présidentielle et une élection législative. Et bien évidemment, nous aurons l'occasion d'accueillir les acteurs principaux du paysage politique. Mais comme vous le savez, nous avons décidé d'élargir le spectre de nos invités et nous essayons de coller le plus possible à la réalité. Et j'ai décidé de prendre énormément de risques pour cette émission de lancement en invitant l'un des personnages les plus en danger de cette île. Je ne parle pas de moi, je parle de Patrick René Corail. Bonsoir Patrick René Corail. Bonsoir Eddy Mara, je ne me savais pas en danger. Non, ne vous inquiétez pas, ici vous ne risquez rien. Vous êtes déjà passé par les fourches codines d'une émission spectaculaire dont les Martiniquais se souviennent ici même. Mais je me rappelle. Ne vous inquiétez pas, ça ne se passera pas de la même manière. Alors, bien évidemment, on vous a invité ici pour probablement faire un peu de pédagogie, puisque l'actualité de la santé, l'actualité sanitaire est trustée depuis maintenant bientôt presque 2 ans, hein, on va dire ça comme ça, puisque on entendait déjà parler de ce virus en septembre ou en octobre 2019. Il n'avait pas atteint la Martinique, mais le virus qui donne une maladie qui s'appelle le Covid-19. Donc on est bien d'accord que c'est pas le nom du virus, Covid-19. Non. Allons commencer par là en fait. Remettons les choses au point. Alors, dites-nous, donnez-nous l'identité de cette bestiole et de la maladie qu'elle engendre. Alors c'est un coronavirus, parce que quand on le regarde en microscope électronique, il ressemble à une couronne. Ouais. Et c'est un petit cousin du SRAS qu'on a connu en 2009. Ouais. Voilà. Et donc, on l'appelle SRAS, coronavirus, Covid-19. Voilà, c'est en gros ça. Voilà. Ok. Alors, évidemment, c'est ça le cœur de notre entretien, mais on va parler d'autres sujets, bien évidemment, parce que vous êtes d'abord un Martiniquais, et on va parler de votre rapport à votre pays, et puis de votre métier. Alors, une petite présentation pour ceux qui vous ne connaissent pas, même si vous êtes devenu une star des médias. Non. Ah ben, bien évidemment. Nous, on compte ce qu'on appelle le bruit médiatique. Et les médecins ont occupé le devant de la scène dans ce pays, mais pas seulement. Hein. Quand vous regardez les chaînes d'information en continu, il y a des médecins partout, 24 heures sur 24, qui donnent leur avis sur tout. Et donc, vous ne dérogez pas à la règle ici en Martinique. Vous êtes d'abord médecin hospitalier. La différence, c'est qu'il y a des médecins de ville, c'est ça, et vous êtes un médecin hospitalier, c'est-à-dire que vous exercez dans un hôpital. Alors, il y a des médecins qui sont en activité libérale, et puis il y a des médecins salariés qui exercent soit dans des cliniques, soit dans des hôpitaux. Ouais. Et la particularité de mon exercice, c'est que j'ai passé un concours pour être donc praticien hospitalier dans mon hôpital. Voilà. Très bien. Alors, vous êtes spécialisé en médecine physique et de réadaptation. Donc, vous exercez au Centre hospitalier universitaire de Martinique, dont l'un des hôpitaux, parce qu'il faut quand même rappeler que ce qu'on appelle très classiquement, et avec un raccourci qui mériterait d'être précisé, le CHUM, c'est un ensemble d'hôpitaux. Alors, est-ce que vous pourriez nous rappeler quels sont les hôpitaux qui constituent le CHUM ?
Alors, le CHUM est constitué, il est étalé sur 7 sites. Ah oui. Et il a 5 hôpitaux qui sont rassemblés. On prendra Clarac, Ouais. le centre Emma Ventura, Pierre Zobda Kittmann, Ce qu'on appelle l'hôpital de la Ménard, c'est ça? la Ménard. Ouais. Mais à ses côtés, il y a la maison mère-enfant, Ouais. je dirais 6 même, MFME. MFME. Ouais. Il y a Mangovulsin, qui était l'ancien hôpital du Lamentin, et Trinité, 6. Ouais. Six sept- établissements. Le 7e site, c'est sur la Lézarde. C'est un site logistique. Très bien. Donc c'est énorme, c'est énorme. C'est le premier employeur de Martinique. Je crois que vous êtes à plus de 5000 salariés. Oui, c'est ça, 5600 salariés. Ouais. Et vous, vous êtes chef de pôle. Alors vous multipliez les casquettes, comme vous avez pas suffisamment de boulot, donc vous multipliez les J'ai casquettes. du temps. Vous êtes chef de pôle. En fait, vous gérez, au-delà d'exercer votre métier de médecin, vous gérez 2 pôles. Donc le pôle neurosciences et appareils locomoteurs et le pôle gérontologie. Là, vous avez du boulot là dans les années qui viennent. Hein. Oui, mais c'est passionnant. C'est passionnant parce que on a des équipes extrêmement motivées, on a des médecins qui se donnent à fond la caisse, quoi. Surtout à cette période de Covid. Hein. Ouais. Toutes nos équipes de gériatrie aiguë, par exemple, sont transformées en unités Covid. Donc, on a un défi de santé publique, c'est le vieillissement de la population. Ouais. C'est ce à quoi je faisais allusion, et en vous disant que vous avez du boulot, parce que les chiffres que l'on a en notre possession indiquent très clairement que la courbe de croissance des personnes de plus de 70 ans est exponentielle. Et ça, on peut le prévoir de toute façon. 40 000 personnes en 2030. Voilà. Ce qui va constituer quand même une part non négligeable de la population. Et si on descend l'échelle aux plus de 60 ans, on passe carrément à pratiquement 30% de la population. Comment vous allez faire? Est-ce que vous êtes prêt au choc? Ah non, absolument pas. Le système hospitalier n'est pas du tout adapté actuellement. Il pêche par beaucoup dans la chaîne de soins. Ouais. Il y a plusieurs maillons qui sont manquants. Donc c'est pour ça qu'on a dans le pôle un grand projet sur lequel on se base, c'est le gérontopole du centre Emma Ventura et également l'organisation des services de réadaptation gériatrique. Mais est-ce que c'est si important que ça de vouloir soigner les personnes âgées à tout prix? Est-ce que on est pris, nous aussi, dans cette spirale d'aller vers l'immortalité? J'ai l'impression que on est dans une espèce de course contre la mort. Je dirais on est dans une course pour la vie. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est de garder les gens, quel que soit on doit tous mourir. Oui. Quel que soit le mode de mort, c'est quand même important de garder son autonomie jusqu'au bout. Oui. Et c'est ça, la réadaptation, la gérontologie, c'est le maintien de l'autonomie des personnes, c'est l'autonomie intellectuelle, Oui. l'autonomie motrice, l'autonomie sphinctérienne, l'autonomie dans les gestes de la vie quotidienne, dans éventuellement les études, parce qu'on peut continuer, dans la sexualité, dans beaucoup de domaines, tous les domaines de la vie. Quel qu'en soit le coût. Mais ça a beaucoup moins de coûts de garder l'autonomie des personnes que de faire du soin. Actuellement, les dépenses de santé sur la partie personnes âgées sont surtout liées aux dépenses de la dépendance, pas du tout dans l'autonomie. Donc en clair, vous êtes en train de nous dire que préserver l'autonomie préserve de la maladie, en fait. Absolument. On sait bien que, par exemple, actuellement, si on prend le modèle de Covid-19, on sait actuellement que l'activité physique a un facteur de stimulation de l'immunité, notamment l'immunité cellulaire. Parce que l'adrénaline qui est dégagée stimule les lymphocytes T, donc les cellules tueuses. Donc si on fait du sport, on est mieux protégé. C'est une des premières mesures barrières qu'on devrait appliquer. Et il n'y a pas trop de communication là-dessus. Hein.
Non, mais parce que je pense que on est en train de découvrir au fur et à mesure. Il y a 180 000 publications sur ce virus depuis 18 mois. Si vous calculez, c'est 300 à 400 publications par jour. Très bien. Bon, de toute façon, on va aborder le sujet, puisque c'est le sujet central de notre entretien. Parlons un peu de vous. Il semblerait que vous ayez découvert un autre continent avant de vous établir en Martinique. Monsieur Marajo, c'était des confidences, ça. Non, mais moi, j'aime bien en parler. J'ai vécu en Afrique. Oui. J'ai vécu en Afrique. Dans quel pays? En République centrafricaine. Oui. Oula, c'était pas le plus calme comme zone. J'ai connu Bokassa. Oui. L'empereur Bokassa. Voilà. J'ai surtout cultivé un amour de la Martinique plus que de nature. Parce que c'était ma terre promise pour moi. Ouais. Et donc j'ai découvert la Martinique à l'âge de 12 ans. Et j'ai appris le créole à ce moment-là. Donc en fait, vous êtes un Martiniquais, mais avec une base culturelle africaine. Absolument. C'est quand même très intéressant. Oui. C'est le retour à l'envers, en fait. Voilà. Vous n'avez pas été déporté, vous avez choisi de venir en Martinique. Très bien. Et vos études de médecine? Paris. Ouais. J'ai fait tout mon cursus à Paris, à Paris 11, Kremlin-Bicêtre. Et vous aviez dès le départ choisi cette discipline ou alors vous avez C'est une errance. C'est une errance. Alors c'est quoi? Je suis bachelier littéraire, bac A. Ah ben... Et ils vous ont accepté quand même. Je m'étais présenté pour être militaire et lors de l'examen de sélection, le psychologue m'a dit « mais vous n'avez pas le niveau pour être militaire, vous avez le niveau pour faire des études supérieures. » C'est très méchant pour les militaires, ça, c'est très méchant. Non, je sais pas. En plus, venant de militaire, ça doit être un psychologue militaire. En fait, vous êtes trop intelligent pour être militaire, c'est ça qu'il voulait voulu vous dire? Non, quand même pas. Non. Il m'a dit que j'avais une appétence à faire des études. Oui. Et donc, je suis rentré à Paris et je me rappelle toujours d'être allé au CIDJ pour trouver une orientation. Vous vouliez être militaire pour quelle raison? Parce que dans ma famille, il y a des militaires. Ah, voilà. C'est une tradition dans ma famille. Voilà. Et plus la fréquentation de l'armée centrafricaine, ça a dû vous... Peut-être Bokassa. Peut-être Bokassa. Le maréchal Bokassa, ancien militaire de l'armée française. Sergent. Ouais, tout à fait. Donc finalement, pas militaire, pas d'études de lettres. Voilà, et puis il y avait une section expérimentale qu'on appelait MP0 à Orsay, qui permettait à des bacheliers littéraires de démarrer médecine. Ça s'est fait qu'une seule année. Et j'ai été, je pense, le seul à réussir médecine. Tous les autres ont été... Les autres ont fait chirurgie dentaire, pharmacie, dans la promo qu'on avait là, notre MP0, voilà. Et il y avait des Antillais dans votre promotion? Non. Vous étiez le seul? Non, j'étais, oui. Comme souvent. Voilà. Et si on peut situer ça, c'était dans les années 70, 80? C'est 70. C'est 70. Oui. Donc vous revenez en Martinique, finalement? Oui, en 84, après avoir travaillé 1 an à Paris. Et donc je suis entré directement à l'hôpital parce que ma vision de la médecine, c'est une vision hospitalière. Ouais. Je n'ai jamais exercé en libéral, quoi. En gros, et pourtant, il y a beaucoup de médecins, notamment en Martinique, qui cumulent les deux, qui font de l'hospitalier et du libéral. Mais je pense que c'est très important. En fait, une des réformes de fond qu'il faudrait qu'on ait, et je le découvre moi à travers la Covid et le mouvement qu'on a dans lequel on travaille là, qui s'appelle donc Covid Urgence Outre-mer, c'est qu'il y a une collaboration médecine de ville et médecine hospitalière qui est essentielle pour traiter ce type d'épidémie. C'est clair. Et si on avait des personnes qui avaient qui seraient de part et d'autre des deux mondes, ça serait vraiment formidable, quoi. Ouais. Alors, ma première question concernant cette folie qui est en train de gagner tout le monde, c'est quelle vision vous avez aujourd'hui de la Martinique par rapport à celle que vous avez connue quand vous êtes arrivé en 1984? Qu'est-ce qui a changé? Alors, je dirais que... Enfin, moi, je suis très géocentré sur ma fonction et sur
sur ma passion. Bon, vous sortez de temps en temps quand même. Hein, oui, mais j'adore beaucoup de choses. J'adore beaucoup de choses. Mais j'ai toujours été sublimé par le peuple de la Martinique, des personnes extrêmement intelligentes, avec qui c'est extrêmement agréable de parler, de discuter, d'échanger, d'apprendre. Ouais. Que ce soit nos anciens ou que ce soit nos jeunes, hein, ouais. Il y a vraiment... comme si le fait de sortir tous de fond de cale, ça donne une résilience phénoménale. Voilà. En gros, c'est ça, voilà, je résume. Ça me rappelle un jeune qui faisait partie d'une classe que j'avais le bonheur d'essayer d'aider, qui me disait « On est les meilleurs de toute façon parce qu'on a été sélectionnés. » Bien sûr. Ouais. C'est ça, en fait. Oui, et quand Charles-Nicolas parle d'épigénétique, j'y crois à ça. Ouais. Probablement. Et vous pensez qu'il y a un lien avec toutes les misères, entre guillemets, tous les obstacles qu'ont dû franchir toutes les composantes de cette société? Bien sûr. Et Césaire parle du fait du rocher, de cette algue qui a accroché la minère. C'est nous, c'est notre accroche à cette terre et la manière dont on résiste. Alors, le portrait que vous tracez de cette Martinique, du peuple martiniquais, avec cette intelligence, cette résilience, tranche quand même avec ce qu'on voit depuis quelques années quand même. Ça vous perturbe ou pas? Non, pas trop. Parce que ce sont quand même les enfants du peuple martiniquais. Oui, mais pas... Qu'est-ce qui s'est passé? Pas trop, parce que regardez, sur un événement comme celui qui s'est passé à l'aéroport, sur l'accueil des soignants, il y a eu un tollé de la communauté, de notre communauté, parce qu'on a touché à une valeur traditionnelle qui est l'accueil. Mais comment on fait pour produire des individus? Comment ce peuple intelligent fait pour produire des individus qui font ça? Je pense que c'est parce qu'il y a des déceptions, il y a des manquements dans la prise en compte des personnes les plus fragiles. On a dans notre pays beaucoup trop de disparités et d'inégalités. Il faudrait qu'on ait une attention particulière à certaines populations. On sait par exemple que actuellement un certain nombre de stress psychosociaux, la précarité chez des femmes enceintes génère des enfants qui sont en fait baignés d'adrénaline pendant toute la grossesse et qui génèrent des comportements presque pathologiques au cours de l'adolescence. Donc vous pensez que biologiquement, il y a un impact? Enfin, il y a des explications. En tant que médecin, moi, j'ai des analyses et qui sont en rapport avec ces éléments qui ont été publiés à l'Académie de médecine. On n'est pas ce qu'on est sans qu'il y ait eu un aspect biopsychosocial qui impacte sur les comportements humains. Et on n'est pas assez attentif. Vous voyez par exemple la Covid. Si on était attentif à nos populations qui sont toutes classées dans ce qu'on appelle les patients remarquables, insuffisants respiratoires, insuffisants rénaux, obèses, diabétiques. Ce qu'on appelle, pour les gens qui nous écoutent, ce que vous répétez à longueur de journée, les comorbidités. Les comorbidités. Allons expliquer ça, parce que c'est un mot qui est répété à l'envi, sans qu'il y ait une explication. Mais comme les gens qui nous écoutent n'ont pas en permanence un dictionnaire à portée de main, ça veut dire quoi? Une comorbidité? Alors, il y a plusieurs termes. Parce que le mot n'est pas très joli. Hein. Oui, c'est vrai. Il y a plusieurs termes. Il y a les maladies chroniques, c'est-à-dire des maladies qui dépassent 3 mois. Voilà. Bon, ça, je pense qu'ils maîtrisent, parce que comme ils sont souvent concernés, c'est un mot qu'on leur a inculqué. Citez-moi quelques exemples. De maladies par exemple, chroniques. Le diabète, l'hypertension, l'hypercholestérolémie, l'insuffisance rénale. Ce sont toutes des maladies qui sont très importantes en Martinique. Et ensuite, l'OMS les a requalifiées. Alors, il y a un nouveau terme maintenant. C'est maladie non transmissible, MNT, qui a remplacé maladie chronique. Ces maladies-là, quand elles sont associées entre elles, ont un rôle délétère. On estime qu'actuellement, le vieillissement a entraîné que, actuellement, dès l'âge de 50 ans, vous avez un minimum de 3 ou 4 maladies chroniques associées. Et pour quelle raison, déjà, cette espèce d'augmentation de l'occurrence de ce type de maladie, et pourquoi spécifiquement chez nous?
Alors peut-être parce que probablement il y a des facteurs génétiques. Ouais. Il y a, par exemple, on sait, par exemple, chez les Indiens, le diabète est plus important. Et on voit, par exemple, en Guadeloupe, beaucoup plus de morts d'Indiens liés au Covid parce qu'ils sont diabétiques. Ils sont diabétiques presque naturellement. Ils ont une maladie génétique liée à l'ethnie. D'accord. On a également, lors du vieillissement, un vieillissement d'organes parce que la sédentarité, qui est un vrai fléau, n'a pas permis de développer une perfusion au sein du tissu qui permet d'avoir un tissu sain, renouvelé, avec une plasticité, et on a un vieillissement précoce de certains organes. Alors, qu'est-ce que vous appelez une perfusion du tissu? Parce que là, à mon avis, voilà. On les a largués. En fait, tous nos organes sont vascularisés. Il y a une petite rivière, un petit ruisseau. Du sang. Qui apporte le sang et de l'oxygène. Ouais. Voilà. Donc les veines, en fait, c'est ça. Voilà, c'est ça. Non, les artères. Plutôt les artères. Ouais. Mais vous savez que pour les gens qui nous écoutent, une veine et une artère... Le tuyau par lequel passe le sang. Voilà. Et il peut y avoir parfois une diminution de la perfusion de ce ravitaillement en sang, qui fait que l'organe va vieillir plus vite. Il va se fibroser. C'est d'ailleurs une des causes de la maladie Covid. Du Covid, puisque ce petit perfuseur-là, cette électrovanne qui règle le débit, c'est la serrure de la clé qu'est le Covid. Qui ferme l'électrovane et qui met l'organe en danger. Alors revenons sur morbidité. Comorbidité, ça veut dire quoi? Donc comorbidité, ça veut dire association. Voilà. Morbidité, c'est les maladies qui existaient avant la nouvelle maladie. Donc c'est le... Vous voyez que ça n'a rien à voir avec la mort, parce que les gens me disent, c'est des trucs qui tuent. On sait que ce sont des maladies chroniques qui existent avant d'avoir la maladie aiguë et dont on doit tenir compte quand on a la maladie aiguë, parce que ça vient changer le profil de la personne. D'accord. Alors, vous dites, moi, je résume, je pense que ça a changé tout simplement parce que dans cette population, il y a des gens qui sont plus fragiles que d'autres et leurs enfants, presque mécaniquement, sont eux aussi fragiles. Donc en fait, vous êtes tenté de faire un peu de politique, non? Non, pas du tout. Alors là, je laisse ça. Non, mais c'est un discours politique. Alors, politique de santé publique, peut-être. Oui, non, je parlais Attendez. Je reprends vos termes. Il y a dans notre pays trop de disparités. Alors, vous n'avez pas été trop loin en disant d'inégalité, mais je pense. Mais je le pense. Voilà, ok. Et d'inéquité aussi, je le pense. Voilà, allons-y. J'enfonce le clou. Allons-y pendant qu'on y est. Et donc, les responsables, c'est qui? Je pense qu'on est tous responsables. Oui, ça c'est de la langue de bois. Et vous dites, on ne prête pas suffisamment attention à ces gens-là. Alors évidemment, je pense que vous prêchez pour votre paroisse, mais... Non, pour celle de ma population. Hein. Oui, mais bon... J'ai pas de moi d'intérêt direct. Il y a des gens... Je n'ai pas de lien d'intérêt. Oui, on va y venir, vous n'allez pas y couper. Mais il y a des gens qui sont payés, voire élus, pour s'occuper de ces problématiques-là. Alors là, on tombe sur un secteur qui me passionne. La politique? C'est l'indifférence qu'ont nos élus à l'égard du système de santé. Allons-y. J'ai été clair. Allons-y. Qu'est-ce que vous leur reprochez? Je n'ai pas de reproche à leur faire. Je pense qu'ils ont un pragmatisme qui me surprend. C'est de l'ironie totale. Oui. En fait, régulièrement, vous savez, pour Chim-Douvan, quand on s'est battu pour notre hôpital... Alors, rappelons aux gens ce que c'est. Chim-Douvan, c'est à l'époque, en 2017, quand les praticiens se sont mobilisés. Quand vous avez mis des camions devant la préfecture. Il faut rappeler ça quand même. Hein? Oui, je me rappelle de ça. Des médecins qui mettent des camions devant la préfecture. C'est pas nous qui avons mis les camions, que les camionneurs se sont associés. Non mais bon, ce qu'on a retenu c'est ça. Parce que ça c'est rarissime. Ils avaient le sens du service. Vos collègues parisiens n'auraient jamais pensé à ça. Mais je pense qu'à l'époque, on était tellement tous ensemble et d'ailleurs on a chanté tous ensemble dans la rue. Et donc, Chim-Douvan, c'était quoi l'objectif? 2017. L'objectif, c'était de régler le problème de la tromperie sur la fusion du CHU.
dans laquelle 3 hôpitaux endettés ont été fusionnés sans qu'il y ait eu une compensation. Et on a traîné ce boulet. Au bout d'un certain temps, on a reçu un certain nombre de financements qui sont arrivés, mais avec des obligations de performance qui étaient inatteignables parce que l'outil était cassé, usé, et on n'a pas pu remettre sur les rails l'hôpital. Donc on s'est battu. Mais finalement, vous avez gagné. Parce que là, vous avez eu une pluie de financement extraordinaire. On a gagné sur des financements qui sont le rattrapage, mais il y a des choses sur lesquelles on n'a pas du tout avancé. Ouais. Par exemple, la dette n'est toujours pas soldée en totalité. Mais les gens en question qui sont concernés, que vous avez pointé du doigt les politiques, pourraient vous dire, mais attendez, René Corail, vous faites la fine bouche là. On vous a donné combien de centaines, parce qu'on en est là, oui. Vous êtes en centaines de millions d'euros. Tout à fait. Bon, on vous a pas entendu sauter de joie quand c'est arrivé. C'est tout à fait vrai, sauf qu'au quotidien, dans le financement d'un hôpital, un certain nombre de choses n'ont pas été réglées. Le coefficient correcteur géographique. Oui, ça. Alors, dites-nous, décoder, parce que les gens qui nous écoutent. En fait, si vous voulez, chaque fois qu'on fait un soin, ça a un coût. Ouais. Et ce coût-là, il n'est pas compensé à hauteur des frais qu'on engage au sein de l'hôpital. Les frais liés au salaire, les frais liés aux équipements. Et ça tient compte de la spécificité locale, c'est bien ça. Une spécificité. C'est pour ça que vous parlez de géographique. Oui, c'est une spécificité qui est pour toutes les régions. Ouais. La Corse, toutes les régions de France bénéficient d'un coefficient correcteur. Mais nous, le seuil est beaucoup plus bas que ce qu'on dépense. En fait, finalement, il devrait être autour de 35 ou 40%, alors qu'on nous fixe, il est à 25% ou à 25 ou 26%. Je n'ai pas réactualisé ça récemment, mais ça nous fait quand même plusieurs millions d'euros chaque année de perdus sur la dépense engagée. Alors donc c'est un vrai souci. Donc vous voyez, on vient compenser, mais on laisse une hémorragie annuelle se faire. C'est une maladie chronique. Voilà. Alors, les hommes politiques, revenons-y. Vous dites, vous trouvez leur attitude un peu bizarre. C'est pas bizarre. En fait, je pense que... vous parlez de pragmatisme, avec une ironie certaine. Je pense qu'ils... Vous savez qu'ils regardent beaucoup cette émission, donc profitons-en. Lancez-leur le message. Je pense qu'une collectivité comme la collectivité territoriale, qui s'est engagée auprès du CHU, pour les équipements. Récemment... ils vous ont donné 9 millions d'euros, là, il n'y a pas très longtemps. Mais bien plus que ça. Ouais. Ils ont financé quasiment 20 ans de retard structurel avec les fonds européens. Mais ça n'est pas que ça. Je pense que, si vous voulez, les orientations d'un territoire, les cibles populationnelles devraient être déterminées avec l'ARS. Ça devrait être un rôle politique. Et derrière ça... Ça veut dire quoi? Allons traduire. Ça veut dire que vous suggérez qu'il y ait une espèce de synergie, c'est une politique de santé. De coopération entre l'État et la CTM. Comme s'il se fait en Nouvelle-Calédonie. Il y a des orientations sur le système de santé sur lequel les élus ont leur mot à dire. Ils ont chacun dans leur territoire des... Monsieur René Corail, on n'est pas dans le même statut, là. En Nouvelle-Calédonie, ils ont un petit statut super sympathique, qui est bien loin du nôtre. Eux, ils sont dans le 73, nous... eux, ils sont dans le 74, nous, on est dans le 73. J'ose même pas vous demander pourquoi vous avez voté en 2010, mais la majorité de la population martiniquaise a dit « Stop, on ne veut pas aller là-bas ». Probablement, mais je pense que les lois suivent ce que les hommes veulent en faire. Je pense que si les Martiniquais ont envie d'une politique de santé qui soit plus proche de leurs besoins et que leurs élus sont à l'avant-scène pour le revendiquer, il y a certainement à remodeler parfois les textes et les lois. Ce que je veux dire, c'est qu'une des peurs qu'ont nos élus, c'est qu'un CHU comme celui de Martinique, c'est 550 millions d'euros de budget. C'est impossible à gérer pour une collectivité. D'accord ? C'était même le budget, je crois, d'une des collectivités à l'époque, autour de 500 millions. Donc,
ça a été laissé sous le format d'une mission liée à l'État, mission régalienne. Oui. C'est le terme d'ailleurs qu'ils ont tous dans la bouche. Mais c'est le cas dans toutes les régions et dans tous les départements français. C'est très bien. Ouais. Mais et quand pourquoi ici il faudrait une spécificité? Parce que je pense qu'on est loin du pouvoir central, qu'on est tout le temps régulé par ce pouvoir, qui ne prend pas en compte les besoins réels des populations, et qu'il serait temps que ça soit en miroir, quoi. Docteur René Corail, c'est quand même eux qui financent, hein. Non? Mais quand vous tirez la sonnette d'alarme, c'est pas la mairie du Vauclin ou de Font-Saint-Denis qui fait un chèque, c'est la solidarité nationale et l'État français qui finance. À hauteur, vous venez de le rappeler, de plus de 500 millions à travers la sécurité sociale, évidemment, plus un certain nombre de compléments qui sont cette fois-là directement sur le budget de l'État. Il vaut mieux que vous ayez affaire à l'État qu'aux collectivités locales, non? Je pense que le financement pourrait être d'État, mais sur des actions ciblées par notre collectivité. D'accord. Donc Voilà. c'est vraiment un intérêt que vous souhaitez, un intérêt plus, j'allais dire, plus marqué des politiques sur la santé. Sur la santé, avec des publics prioritaires. Vous êtes dans une similitude de revendication avec l'éducation nationale. C'est exactement la même chose. Mais les deux piliers, c'est la santé et l'éducation. Donc je pense qu'on doit avoir des proximités. C'est clair que les politiques n'ont pas forcément cette vision-là. Alors, on va aborder le sujet qui fâche. Alors, commençons par la provocation ultime. Vous faites partie d'une liste de médecins qui ont été attaqués par la fachosphère. Donc vous voyez que je prends des risques autant que vous. La fachosphère des réseaux sociaux sur le fait que vous aviez des intérêts avec Big Pharma. Alors pour les gens qui nous écoutent, Big Pharma, ce sont les laboratoires pharmaceutiques et que vous touchez de l'argent. Donc forcément, vous allez préconiser la vaccination plutôt que les traitements. Bon, on va aborder les deux, mais qu'est-ce que vous avez à répondre de ça? Je pense que c'est... Enfin, si j'étais un peu... Je dirais que c'est une attaque fantaisiste. En fait, si vous voulez, pour expliquer bien les choses... Il faut expliquer aux gens, parce que nous, on a été vérifiés, évidemment. Effectivement, il y a un certain nombre... Alors vous, on a vérifié... Malheureusement, vous ne touchez rien du tout. C'est lamentable, monsieur René Corail, c'est lamentable. Vous ne touchez que des clopinettes. Et par contre, il y a un certain nombre de vos confrères qui, eux, j'allais dire, sont plutôt à l'aise. Mais c'est un système qui existe. Alors, expliquez-nous. Mais en fait, on ne touche rien. Oui, on n'a jamais touché. Oui, non, mais bon. Je vais vous expliquer. Alors, expliquez aux gens, parce que dans leur tête, c'est ça. Quand un laboratoire fait venir ici un patron, il lui paye son billet d'avion, son hôtel. Vous venez à l'EPU, il loue la salle. Il va mettre des amuse-gueules sur la table, des boissons, etc. Il facture tout ça. Et les gens qui se sont inscrits à la formation, il divise par le nombre de personnes. Et comme il a les noms, il leur affecte à chaque fois la somme. Et ça apparaît sur une chose très importante qui s'appelle la transparence. Donc vous pouvez aller sur Internet, transparence, et vous retrouvez ça. Voilà, disons aux gens qui nous écoutent, vous pouvez aller vérifier ce qu'on pourrait appeler des indemnités, c'est ça, entre guillemets. Non. Ça ne va pas dans votre poche. Non. Mais c'est en fait les charges que le labo a pour pouvoir recevoir, il les répartit entre les participants. Voilà. Oui, mais soyons clairs. Quand vous dites il les répartit, ça veut dire qu'il les affecte à une présence d'un médecin qui vient à un congrès, etc. Voilà. Alors, il y en a qui multiplient les présences, donc ils ont des sommes. Non, attendez, il y a plusieurs gammes. Il y a les participations aux EPU. On appelle ça enseignement post-universitaire. Voilà, ça c'est des formations. Il y a des participations dans des congrès. On vous paye le billet pour aller au congrès. Parce que parfois, votre hôpital n'a pas les moyens de vous payer le billet. Donc, vous demandez au labo, il vous envoie. Et ça fait partie de son way of life. Vous avez aussi des travaux de recherche.
des travaux de recherche où on va vous financer le salaire d'un assistant de recherche clinique pour pouvoir venir faire les travaux, aller rencontrer les gens, remplir les questionnaires, etc. Et c'est là que les salaires, parce qu'un salaire d'assistant de recherche clinique, c'est 30 000 euros. Donc, vous vous retrouvez avec sur votre comité de transparence le salaire de votre assistant de recherche clinique. Tout à fait. Donc, à la limite, tous ceux qui ont les salaires les plus... Enfin, pas les salaires, les liens d'intérêt les plus marqués sont tous ceux qui font de la recherche. Tout à fait. Donc, plus vous avez des sommes qui vous sont... plus ça signifie que vous avez une activité de recherche importante. Ceux qui ont 0, c'est parce que... Ils font pas de recherche. Vous alliez dire quoi, là? Non, rien. Ils ne foutent rien, c'est ça? Non, je n'ai jamais pensé ça. Non, mais bon, on essaie de trouver la solution. Voilà. Donc, j'espère que tout le monde a bien compris. Ce n'est pas de l'argent qui est versé dans la poche des médecins, mais c'est de l'argent qui correspond à leurs activités, on va dire ça comme ça, soit de formation, soit de formation, de recherche, d'enseignement. Bon. Et c'est transparent. Oui, ce que je trouvais assez cocasse, c'est que les gens qui vous ont attaqué pour dénoncer vos liens supposés avec les laboratoires sont les mêmes qui nous incitent à consommer de l'azithromycine, de l'hydroxychloroquine ou de l'ivermectine, qui sont des médicaments fabriqués par Big Pharma. Formidable. Oui. Quel paradoxe. Alors je rappelle quand même les noms, parce qu'il y a des gens qui vont nous dire « Ouais, mais vous racontez des cracks là, sur cette histoire de médicaments. » Azithromycine, ça a été découvert par un laboratoire croate, mais ça a été commercialisé par Pfizer, ceux-là même qui fabriquent le vaccin. L'ivermectine, c'est le laboratoire Merck, et l'hydroxychloroquine, c'est notre fameux laboratoire Sanofi. Donc, on va arrêter le débat. Puisque finalement, Big Pharma, que ce soit vous ou que ce soit les antivax, ils gagnent à tous les étages. Tout le monde gagne. Ils gagnent à tous les étages. On gagne surtout à considérer que ces médicaments n'ont aucun intérêt. Ouais. On va y venir. Et qu'il faut qu'on dise ça. N'attaquez pas tout de suite, on va y venir, vous inquiétez pas. Bon, comme on a balayé cette histoire, on va continuer dans la provocation, puisque vous êtes là pour vous... J'allais dire pour répondre à ces gens-là. Grosso modo, dans cette histoire de Covid, les gens qui sont en permanence devenus des médecins tout à coup, parce que apparemment il n'y a plus de désert médical en Martinique, tout le monde doctait, hein, donc votre problème a été réglé, vous avez 380 000 médecins. Pourquoi vous avez, dans un premier temps, dit aux gens, bon écoutez, on va pas faire grand-chose, on n'a pas grand-chose, restez chez vous et prenez du Doliprane. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Vous voyez, je me fais l'avocat du diable, je fais comme si j'étais de l'autre côté de la barrière, mais on entend ça régulièrement. Oui, c'est vrai. En fait, cette virose, c'est une virose qui, dans 80% des cas, est totalement bénigne. Ouais. On parle du Covid, hein? Oui. On a un petit syndrome grippal et on guérit ça. Seulement, ça, c'était au tout début. Attendez, je vais vous arrêter parce qu'il faut que les gens comprennent bien et je pense que cette émission va les aider. Quand vous dites on guérit ça, enfin, vous ne guérissez rien, vous. Non. C'est les gens qui guérissent naturellement. Mais bien sûr. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui guérit de la grippe? Oui. Ça s'arrête tout seul, hein? Ouais. On n'a aucun médicament. Mais vous savez que les gens sont persuadés qu'on guérit de la grippe. Vous savez que les gens pensent qu'en prenant telles herbes, ou bien tel médicament, ou telle potion magique, ils vont guérir de la grippe. Alors dites-leur que c'est pas comme ça. Non. En fait, ce qui se passe, c'est que dès que le virus a franchi les fosses nasales, qu'il est entré dans les poumons, qu'il s'est réparti dans le sang, tout de suite, notre système de défense se met en place, ce qu'on appelle le système immunitaire. Ouais. Et ce système immunitaire, il va attaquer les cellules qui ont été infectées par le virus. Il va les détruire. Et ça crée des phénomènes inflammatoires. C'est-à-dire que ça chauffe, un peu de fièvre, ça fait mal là où ça a été, où l'attaque a été portée. Et ensuite, comme notre système gagne, eh ben il gagne et en 2-3 jours, il a réglé le problème. Monsieur René Corail, qu'est-ce que vous pensez de l'idée qui est soutenue par beaucoup de gens que ce que vous venez de dire, les enseignants le fassent
dans leur classe dès le CP. Qu'entre le CP et le cours moyen 2, on puisse enseigner les bases de ce type d'informations. Monsieur Marajo, je pense que c'est fondamental. Chaque fois que je vois un de mes patients, je commence par ça, le basique. D'abord, qu'on soit tous les deux en phase sur les connaissances de base, les prérequis. Parce que vous, j'ai besoin de votre témoignage. On est bien d'accord qu'à ce niveau-là, la population mondiale, allons pas faire un focus sur la Martinique, est nulle. On est bien d'accord. Elle n'est pas du tout informée. Je parle globalement. Je dirais pas nulle, je dirais qu'elle est illettrée sur les vous êtes encore plus sévère que sur moi. Sur la santé, les santé. déterminants de la santé. Parce qu'en fait, finalement, si tout le monde maîtrisait des notions de base sur l'alimentation, sur l'activité physique, sur l'hygiène corporelle, sur les soins d'hygiène, mais on n'aurait pas de maladie. Hein, mais qu'est-ce que vous attendez Qu'est-ce que vous attendez pour faire passer ce message-là? Par exemple, j'ai été en proximité avec vos combats, notamment sur Choum, le fameux Choum d'Ouvent. Je n'ai jamais entendu parler d'éducation à la santé. Mais parce que le combat, c'était pour l'outil. Oui, non, mais bon. En fait, finalement, la cible, c'est notre population. Mais la flèche, c'est l'hôpital, c'est la ville. Donc, on se battait à l'épaule pour la flèche. Ah ben vous qui voulez que les politiques s'intéressent à votre domaine, ce serait peut-être une piste. Mais moi, j'aimerais bien que nos politiques nous définissent une cible, qui nous la dessinent. Mais vous la connaissez, la cible. Les enfants, déjà, entre 6 ans et 10 ans, avant l'entrée en 6e, on va dire ça, c'est ça la cible. Oui, c'est la cible pour l'éducation. Parce que, je suis désolé, je fais partie de cette cible-là, les 50 ans et plus... Mais non, pas d'accord, je suis pas d'accord. Non, mais ils ne sont pas prioritaires, vous êtes d'accord avec moi? Mais tout le monde est prioritaire. Oui, non, mais on est déjà malade. Vous dites, on doit éviter les maladies. Moi, en termes de priorité, je viserais quand même les plus jeunes. Monsieur Marajou, la prévention se décline en 3 stades. Les préventions primaires, les enfants, les préventions secondaires quand les gens ont une maladie, et la prévention tertiaire quand les gens ont fait une complication. Sur ces 3 stades-là, on a des choses à faire. Et je pense que notre population, je vous le dis, c'est une population intelligente. Il faut savoir leur parler et leur expliquer le basique des choses. Et ça n'est peut-être pas fait. Ça, je ne peux pas savoir, parce que je ne suis ni enseignant... Et je ne peux pas attaquer là-dessus. Sur ça, convenons tous les deux que c'est un échec total. C'est un échec quand on compare aux pays des îles anglophones. Hein, parce que toute la structuration du système de santé à Sainte-Lucie, à la Dominique et ailleurs, c'est sur la prévention. Hein. Oui, parce qu'ils n'ont pas les moyens derrière. Et vous avez les moyens. Je me rappelle que M. Ursulet nous disait que sur les 700 millions d'euros dépensés pour le curatif, il n'y avait que 7 millions pour le préventif. C'est ça la réalité. Mais bon, revenons au Doliprane. Doliprane, donc, c'est un traitement pour la fièvre qui permet de faire chuter la fièvre et de traiter les douleurs. Donc, c'est purement symptomatique. Donc, comme c'est une maladie qui va se passer avec un symptôme qui va durer 3-4 jours, on prescrit ça parce que c'est le meilleur traitement bénéfice-risque pour l'instant. Alors, ça concerne la très grande majorité des cas. Mais lorsqu'on prendra des patients Covid, par exemple, qui ont des maladies immunitaires, qui ont des déficits immunitaires, là, ça n'est plus Doliprane. C'est les anticorps monoclonaux dans les 5 premiers jours. Et on a apporté ça récemment. C'est depuis à peine un mois qu'on a ça. Et la science progresse sans arrêt. Bientôt, peut-être qu'on aura un traitement viral qui va traiter les phénomènes inflammatoires très tôt. Les labos sont en train de travailler dessus. Mais pour l'instant, quand même, si on a un système immunitaire capable de se défendre et de déchouquer le virus le plus tôt possible, c'est quand même pas mal. Et la seule solution qu'on a, c'est de stimuler ce système immunitaire. Par la vaccination. Voilà, on va y venir. Alors, pourquoi vous avez du mal à accepter cette notion de traitement? Alors, moi je me fais là encore l'avocat du diable, mais c'est une réalité. Les médecins préfèrent ne pas en parler. Alors, j'ai bien senti que
Il y en avait qui disaient, écoutez, lorsqu'on commence à parler de traitement, on se fait taper les doigts par-dessus par l'ARS, la Sécu, on se fait pister. Voilà ce qu'on entend. Et on l'a entendu très souvent. D'ailleurs, il y a des tribunes de médecins qui disent, oui, on peut pas prescrire des trucs qui sauvent les gens. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous parlez des médicaments qui ont été oui, proposés les fameux, par nos collègues. je vous ai cités, hein. On va les reprendre. Oui, non, mais azithromycine, pour les gens qui nous écoutent, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, ivermectine, hydroxychloroquine, entre autres, mais il y en a toute une série. Alors, je dirais que dans le bruit qu'il y a eu autour de ces traitements, le discernement n'a pas prévalu. Pourquoi ? 300 à 400 publications par jour. Aucun médecin ne peut lire ça. Donc on est obligé d'avoir des conférences de consensus, des méta-analyses qui regroupent les études et on tire de ça la science sur laquelle on est tous campés. Ouais. Et ça, il y a eu des études faites et ces 3 médicaments ont été déchouqués. On a dit, bon, on a testé sur plusieurs populations, ça ne sert et ça n'apporte aucune amélioration. Mais certains de nos collègues qui avaient pris le train en marche et qui peut-être n'ont pas eu à s'intéresser à la relecture de l'ensemble de ces articles sont restés campés sur des pratiques. Et puis, ils ont traité des malades qui, de toute façon, allaient guérir et ils ont pensé que ça, ils étaient guéris. Mais ils n'avaient pas les cohortes. Ils n'ont pas 1000 malades traités comparés à 1000 non traités. Ils ont une vingtaine de patients et ils se font une idée là-dessus. Alors, restons sur ce point, parce que c'est avec des éléments d'information comme cela qu'on essaie de faire avancer le débat. Vous dites, et vous n'êtes pas le seul, je crois que le docteur Valentino a insisté dessus, en disant à des médecins qui étaient debout derrière leurs convictions, en disant, moi, j'ai donné de l'azithromycine, j'ai donné de l'ivermectine, j'ai donné, etc., de médicaments, et ça marche. Et le docteur Valentino leur dit, et vous venez de le dire, écoutez, de toute façon, dans 80%, voire 90% des cas, ces gens allaient guérir sans que vous ne leur donniez rien du tout. Oui. OK ? Et ça, ils le savent. Ils sont sans doute de mauvaise foi, non ? Moi, je ne veux pas les catégoriser. Ce sont des confrères. Oui. Ils ont appris, ils ont fait des études comme moi. Simplement, oui, ils ont des convictions. Je vous trouve bien gentil. Parce qu'un certain nombre d'entre eux vous ont attaqué. Mais oui, mais c'est pas parce qu'ils m'attaquent. D'ailleurs, en télévision. Non, mais c'est pas parce qu'ils m'attaquent que je vais les attaquer. Je suis simplement confraternel. Oui, mais quand vous êtes attaqué, quand je dis vous, c'est pas vous spécifiquement, docteur René Corail, c'est les médecins qui, on va dire, professent un certain nombre d'idées qui sont rationnelles, qui sont cohérentes. Quand vous êtes attaqué par cette minorité, parce qu'il faut quand même rappeler, vous savez que ça a un impact sur la population. Bien sûr, d'ailleurs, je rencontre régulièrement des gens qui me disent « Mais pourquoi vous ne répondez pas à ça ? Ouais. Pourquoi vous ne mettez pas sur la place publique un débat entre professionnels ?» On n'est pas éduqué à ça en tant que médecin. On a l'habitude de discuter entre nous de données scientifiques et à partir de ça, tout le monde se campe sur le choix. Mais il y a des confrères parmi nous qui font un peu... la police. Ils en font ce qu'ils veulent, mais ils prennent leurs responsabilités. Oui, mais est-ce que vous êtes... Il y a des familles qui actuellement attaquent ce type de pratique. Est-ce que vous êtes conscient, au Conseil de l'Ordre, est-ce que vous êtes conscient, malgré tout, que ça a des conséquences mortifères ? Qu'il y a en Martinique, il y a eu plus de 1000 morts au total. Quand on prend 600 à peu près morts à l'hôpital et plus de 500 morts en ville, c'est considérable et ça a un impact. Mais ça a un impact tellement important. Vous aviez d'ailleurs fait ce parallèle avec, dans une de vos émissions avec la France. Si on avait reproduit les 350 morts qu'on a eu en un mois, ça correspond à 62 000 morts en France. Jamais ça... Ils n'auraient pas supporté. Jamais on aurait vu débarquer. Alors, je vais vous redonner les chiffres, parce que les 1000 morts en question, si c'était... Alors,
Les 1000 morts, c'est carrément entre le 4 juillet et aujourd'hui. Puisque avant le 4 juillet, nous n'avions que 98 morts. Donc, 1000 morts, ça correspond avec ce facteur de comparaison qui est de 150 entre la population martiniquaise et la population française. Donc, on multiplie par 150, ça fait 150 000 morts en 60 jours. La ville de Fort-de-France. Voilà. En 60 jours, c'est-à-dire 2500 morts par jour. Absolument. Voilà ce qu'on a vécu, nous. Absolument. Et c'est pour ça que, si vous voulez, le combat qu'on mène actuellement, c'est pas un combat contre nos collègues qui ont leurs croyances. Ouais. Parce que, vous quelque part... sur le mot croyance. Hein. Mais oui, ce sont des croyances. Ouais. Parce que ce ne sont pas des évidences, ce n'est pas des évidences scientifiques, c'est des croyances. Ils croient en un médicament, comme on croit à autre chose. Ouais. Nous, on se bat pour dire... Nous n'avons qu'une seule manière de pouvoir vous sauver, c'est d'augmenter votre immunité. Et comme nous avons des personnes, parce qu'on est de tailles différentes, eh ben, on a des immunités différentes. On peut avoir des immunités très basses, nécessitant les anticorps monoclonaux, et puis on peut avoir mais on sait que pour stimuler ça, il faut vacciner. Je vous interromps. Le mot immunité, c'est encore un mot qu'on a découvert, que les gens, la population, le peuple a découvert récemment. Immunité. Dites-nous ce que c'est. En fait, c'est notre système de défense. On a dans nos... Quand vous regardez, par exemple, vos examens de sang, numération, formule sanguine, vous avez les globules blancs, et puis vous avez à côté les lymphocytes. C'est l'armée du corps, en fait. C'est l'armée de défense du corps. C'est les bataillons, c'est les soldats. Parmi eux, il y en a qui sont des tueurs, des cellules tueuses. On appelle ça les lymphocytes T. Et puis, parmi eux, il y a, pour simplifier, il y a des cellules qui fabriquent des anticorps qui vont attaquer non pas la cellule dans son entier, mais le virus et la protéine spike. Quand on met le vaccin, on fait fabriquer une protéine spike qui est une espèce de leurre et qui fait que le système immunitaire se réveille. Comment mais ni on l'a manqué attaqué, ils m'ont pas dit oui. Donc voilà, il l'attaque et il y a une amplification. Et après, le système se met au repos, mais à la prochaine attaque du virus, le système se déclenche et détruit tout. Donc on l'entraîne à attaquer. Absolument, c'est de l'entraînement. Ok. Alors venons-en à la vaccination. Qu'est-ce qu'il y a dans ce vaccin? Alors, il n'y a ni diable, ni Satan, ni puce, ni rien du tout. Des métaux, enfin bref. Des nanoparticules. Ni des choses magnétiques. Il y a une petite bulle de lipides, parce que c'est ça qui permet de traverser les parois. La graisse, c'est de la graisse. Un petit peu de graisse, pour les gens qui nous écoutent. Un petit peu de graisse. Dans laquelle il y a un bout qu'on appelle d'ARN. Je parlerai de l'ARN messager, parce que c'est ça la révolution. Oui. Un bout d'ARN qui a été fabriqué et qui disparaît en 3 jours. Alors, donc ça veut dire que... Les gens ont envie de comprendre. Cet ARN... Non, attendez. Non, vous allez trop vite. Non, vous savez, les gens... On a le temps dans cette émission. C'est ça qui est génial. Le dimanche soir, les gens sont posés. Ils disent, là, donc à apprendre un certain nombre de bagailles. Pour vous, c'est normal. Hein. Vous me balancez l'ARN. Les gens, ça qui bagaille, ça là? C'est quoi cette histoire d'ARN? Alors, acide ribonucléique. C'est quoi? Ça sert à quoi déjà? Est-ce qu'on en a dans notre corps? Est-ce qu'on en achète en supermarché? Enfin, c'est quoi? Bon, alors écoutez, dans notre cellule, on a une cellule avec un noyau, et dedans, il y a un code génétique qui est porté par un petit assemblage de réseaux qu'on appelle l'ADN, l'acide désoxyribonucléique. Alors ça, ils connaissent mieux. Ils connaissent mieux parce que quand ils ont affaire avec la justice, on leur gratte la langue. Voilà. Non, ils regardent les séries, l'ADN, on a retrouvé. Voilà. Bon, ça, je pense que... Mais ils ont découvert un truc nouveau qui s'appelle l'ARN. Eh bien, qui est fondamental. Parce que cet ADN, pour qu'il puisse fabriquer le corps humain dans son intégralité, selon les organes, il va aller... il va sortir du noyau, aller dans la cellule, et dans la cellule, il y a des photocopieuses qu'on appelle les ribosomes. Donc, ce passage-là, en fait, c'est lié au fait que l'ADN va fabriquer un bout d'ARN, le transporteur,
qui va aller sur le ribosome, qui va fabriquer des protéines, et ces protéines vont fabriquer le corps humain, les organes. D'accord, c'est le lien entre l'ARN et ce qui le lui ribosome, permet, de développer le corps. Donc, l'ADN ne peut pas se dupliquer en totalité. Donc, c'est des bouts d'acide qu'on appelle les ARN. Ces ARN sont un composite d'acides aminés. Et ça se recombine tout le temps. C'est comme un Tetrix. Tout le temps. C'est pour ça qu'on a des mutations sur l'ARN. Donc, des virus notamment. Quand le virus rentre dans la cellule, il a ce bout d'ARN. Ouais. Il va directement sur le ribosome. Il n'entre pas dans l'ADN, il n'en a rien à cirer. Et là, il fait ses photocopies de ces protéines dont il a besoin, lui, pour se reconstruire. Et il se multiplie à la vitesse grand V, il détruit la cellule et il passe à une autre cellule. Plus il va vite, plus il peut muter. Il y a autant de mutations dans cet ARN qu'il y a d'atomes dans l'univers. Ouais. Ensuite, nous, quand on a fabriqué cet ARN messager synthétique. Ouais. Donc, l'objectif, c'est de fabriquer la protéine. Qu'on a mis dans la petite bulle de graisse et qu'on a injectée dans les cellules musculaires du deltoïde. Ça va directement dans la cellule, ça va vers la photocopieuse et ça fabrique la protéine spike uniquement. Stop. La fameuse protéine spike. Là encore, les mecs se sont réveillés un matin, on leur a dit il y a une protéine spike. Alors évidemment, les antivax se frottent les mains parce que comme vous communiquez pas de manière, j'allais dire, très claire là-dessus, c'est pas une attaque, hein, docteur Onekora, ne prenez pas ça pour vous, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Vous imaginez bien que dans le cabinet de Bellefontaine ou du Prêcheur ou de Fort-de-France, le mec qui est là, il va pas dire écoutez, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une spike. Alors là, comme on a le temps, dites-nous ce que c'est. Ben, c'est une protéine dont on s'est aperçu qu'elle était la clé pour ouvrir les électrovannes du corps humain. Elle est sur le virus. Elle est sur le virus. Et le virus l'utilise pour entrer dans les cellules. Dans ce qu'on appelle le récepteur ACE2, qui est l'électrovanne sur le système de vascularisation du corps. Et donc, cette clé-là, qu'utilise le virus, sert à fermer l'électrovanne et à détruire la cellule. Donc, en clair, ce virus a trouvé un moyen à la fois de se multiplier et puis de détruire le corps. Il a une clé qui fait fabriquer. Et donc, on a préféré utiliser... On a créé un bout d'ADN, on sait, parce qu'on sait quelle est la composition de cet ARN qu'il y a dans le virus. Et la partie qui s'occupe de la clé, de fabriquer la clé avec les protéines qu'il faut, eh bien, cette partie a été synthétisée. Et c'est ça qu'on injecte dans le corps humain et qui permet d'aller dans les ribosomes, les fameux photocopieurs, dans la cellule, pour pouvoir fabriquer cette protéine. Et quand cette protéine sort de la cellule, elle se fait attaquer par le système de défense, qui n'attend qu'à la porte de pouvoir détruire la protéine spike, puisque c'est ça qui est le problème qui va nous provoquer les complications qu'on a. Très bien. Donc, je pense que les gens ont mieux compris que dans le vaccin, il n'y a pas Belzébuth ni Lucifer, qu'il y a des choses qui semblent être biologiques. À la fois naturelle, on l'a bien compris, mais surtout une révolution fantastique. Parce que si j'ai bien compris, donc je passe mon temps à lire des trucs comme ça, vous imaginez, comme si j'avais que ça à faire, parce qu'il faut bien être debout derrière ce qu'on va déclarer. Ce qui nous laisse imaginer que si cette technique est utilisée de manière générale, on va pouvoir guérir un maximum de maladies. Mais c'est une avancée phénoménale. On pourra guérir des cancers avec ça. On a des enfants qui ont des maladies génétiques qu'on pourra guérir. Pourquoi ? Parce que on pourra fabriquer la protéine qui manque sur une maladie musculaire d'un enfant myopathe. On pourra fabriquer la protéine qui manque dans l'asthme, dans la mucoviscidose, dans beaucoup de choses, dans beaucoup de maladies. C'est une avancée phénoménale. Ça, vous parlez des maladies génétiques, mais on va pouvoir guérir des maladies virales. Bien sûr. Bien sûr. Parce que, par exemple, sur le sida, il n'y a pas de vaccin pour l'instant. Alors, justement, ça, c'est un des soucis c'est que, en fait, cet ARN messager, alors je ne suis pas féru de ça, parce que je ne suis pas virologue,
Mais apparemment, on n'a pas encore trouvé celui qui permettra, enfin de la protéine qui permettrait... Mais la technique est on prometteuse. maîtrise la technique. Ouais. Si bien, on la maîtrise tellement bien qu'on sait maintenant que s'il y a un variant du Covid et qu'il a un petit acide aminé qu'il a changé lors d'une de ses mutations, on pourra refaire un bras d'ARN synthétique qui va permettre de pouvoir attaquer cette nouvelle molécule spike. Bon, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que de toute façon, il va falloir qu'on se vaccine régulièrement. Oui, pour stimuler notre immunité. Mais il y a deux types d'immunité. Hein. Il y a celle avec les anticorps, l'autre avec les cellules. Il semble, parce que les travaux avancent, que l'immunité cellulaire, là, elle est peut-être à vie. Donc on a peut-être là gagné quelque chose dont on ne sait pas. Ouais. Très bien. Mais alors, en tout cas, il faut se revacciner. Bon. Alors, pour vous, le seul remède pour l'instant, c'est la vaccination. Pour vous, comme beaucoup de médecins et beaucoup de soignants, est-ce qu'on est aujourd'hui en mesure de prédire que, compte tenu du faible taux de vaccination, qui reste faible, hein, là on frôle les 35%, mais il faudrait, comme c'est le cas au niveau national, qu'on soit aux alentours des 70%, pour que ça s'arrête et qu'on revienne à une vie normale, comme c'est le cas, parce que les types ici ne veulent pas se faire vacciner, mais ils regardent la télé le week-end, ils voient les stades pleins avec des gens qui s'embrassent. Et ils se posent la question, pourquoi eux s'embrassent, on le doit de s'embrasser, et pourquoi pas moi? Bon, vous dites, il y a peut-être une 5e vague qui arrive? Oui, enfin, c'est pas moi. Hein. Non, quand je dis vous, c'est la communauté médicale. Oui. On a des modélisations de l'Institut Pasteur. Qui semble montrer qu'on va passer par une 5e vague. Ben, quand on a des taux bas comme ça de vaccination, on le voit bien en Australie, il y a eu 9 reconfinements. Hein. Donc probablement, il y aura un nouveau cycle. Ce qui est important, c'est d'arriver à convaincre les Martiniquais que si on augmente le nombre de vaccinés au-delà de 1000 vaccinés par jour, on pourrait atteindre un seuil d'environ plus de 50%. En décembre. Ce qui fait... non. 15 novembre. 15 novembre, très rapidement. Ouais. Assez rapidement. Ce qui permettrait de pouvoir éviter peut-être le confinement, faire que les hôpitaux soient capables de pouvoir... il y a une espèce de soutenabilité des séjours en réanimation et aux urgences, et pouvoir passer ce cap-là. Parce que, en fait, le confinement, il écrète la vague quand on a dépassé tous nos seuils. Oui, parce que là, vous étiez sous l'eau, hein, complètement. Voilà, complètement. Et donc, il y a une possibilité. Donc, il y a actuellement plusieurs choses qui pourraient être faites. Premièrement, comprendre pourquoi les Martiniquais ne se vaccinent pas. J'allais vous poser la question. Vous avez une petite idée là-dessus? Je n'ai pas une idée, mais je sais qu'il y a des gens qui peuvent nous donner la solution. Ah ouais, c'est qui? Il y a une enquête actuellement qui est faite par Calista pour le Conseil général de la Guadeloupe et qui est une étude des persuasions. Ça s'appelle une enquête de persuasion. C'est une enquête sociale qui permet de comprendre pourquoi les personnes ne se vaccinent pas. On aurait des leviers. Qu'est-ce que vous pensez de l'explication culturelle? On a tous des explications. Oui. Mais et vous, la vôtre, c'est quoi? Moi, les vôtres, c'est quoi? Je souhaite une explication scientifique. Nous avons une population intelligente. Nous avons une population qui est solidaire, qui essaye de maintenir cette solidarité. Nous avons une population qui est à l'écoute et qui a besoin de savoir pourquoi tout ce qu'on vient de décrire. Pourquoi ce virus? Pourquoi ce vaccin? Et c'est pour ça qu'on a organisé, avec le professeur Omana et le groupe Covid Urgence Outre-mer, des webinaires dans toutes les villes de la Martinique. On a commencé... Rappelons aux gens que les webinaires, c'est des conférences sur Internet. Voilà, sur Internet. On a déjà fait donc Saint-Pierre, on a fait Fort-de-France 2 fois, on va faire Chetcher là dans la semaine. Et ça, avec des spécialistes qui répondent aux questions des internautes de manière très claire et sur les bases scientifiques. Des 180 000 publications. Mais en dehors de cet apport pédagogique, je pense qu'il y a à essayer de comprendre quels sont les autres freins à la vaccination. Parce que nous pas des tébés, on n'est pas des vaudouisants, nous sommes des citoyens adultes responsables de notre pays et on a certainement la peur peut-être de la piqûre.
la peur du vaccin, Ouais. la peur du virus, la peur du regard de l'autre. Il y a des choses sur lesquelles on pourrait peser en termes de communication. Vous n'avez pas envie de parler de vaudou, alors moi je vais parler de ça. Oui, je vais parler de ça, parce que Je suis bon... pas- je suis pas alors expert. il y a un médecin qui s'est fait exploser parce qu'il a dit, il a employé de vaudou au lieu de dire quimbois. Ouais. S'il avait dit quimbois, je pense que les gens auraient peut-être réfléchi. Ouais. Mais vous êtes quand même face à une population, c'est pour ça que j'ai envie de vous poser la question, qui a des croyances extrêmement profondes. Il est clair que la religiosité et la superstition jouent un rôle qu'on ne peut pas nier. Absolument. Quand des hommes politiques vont demander à des agriculteurs des cabris noirs ou des coqs noirs pendant la campagne électorale, alors que théoriquement, des hommes politiques et des femmes politiques, c'est des gens éclairés, on est bien d'accord. Quand ils ont recours aux séanciers, quand ils vont au Bénin ou en Haïti, ça prouve bien que cette part, elle est quand même importante dans notre culture et dans notre société. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous rencontrez ça quand vous êtes confronté aux malades? Bien sûr, mais nos patients ont une vision de leur maladie et une vision de la manière dont elle doit être traitée. Et peut-être de la manière dont ils l'ont attrapé. De la manière dont ils l'ont attrapé. Ils ont une interprétation. Ouais. Et c'est là que la science est importante, parce qu'on redonne du sens à leur... Pourquoi ils ont ces interprétations? Parce qu'il y a un vide de sens. Ils n'ont pas eu l'explication qui permet de comprendre. Ou peut-être que d'autres leur ont donné l'explication qui ne correspond pas à la vôtre. Absolument. Mais malgré Après, tout... vous avez des ennemis, en fait. Mais vous avez des ennemis dans la nature qui sapent votre travail. L'entraîneur de l'équipe de France de football a 170 millions d'ennemis. 70 millions de sélectionneurs. Ouais. Donc, le médecin lambda en a. Mais Qu'est-ce que les gens vous disent? Allons. Moi, j'ai envie de toucher le témoignage, parce que moi, j'ai des témoignages de psychiatres qui me disent, ben, c'est pas compliqué, les gens nous disent que leur maladie, donc la maladie mentale, n'est pas une maladie, c'est un sort. C'est-à-dire que il y a un monde qui fait moins mal. Est-ce que vous retrouvez ça? Ça existe dans toute la société. Non, mais je parle pas des sorts. Non, mais attendez. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte que ce que vous dites là, Oui. c'est une vraie révolution? Parce qu'il y a des gens, là, les gens qui écoutent ça, ils vont hurler. Oui, mais il y a, dans toutes les explications Ouais. d'analyse, de conflit, il y a toujours le fait de reporter sur l'autre la responsabilité. Ça s'appelle du contrôle externe. Oui, non, mais attendez, c'est quand même Alors que c'est quand c'est même de très ça- fort. C'est quand même très fort chez nous. Alors, Parce c'est que peut- les gens vous disent, moi, savent que c'est pas moi pas responsable. Il a fait moins mal. C'est-à-dire, il y a un monde, donc on est bien d'accord, on reporte sur l'autre, ce qui relève de notre responsabilité. C'est intimement inscrit, j'allais dire, dans notre ADN, mais bon, j'irai pas jusque-là. Probablement, ça fait partie de notre culture de l'analyse des événements qu'on subit. Ouais. Et ça montre bien qu'il y a un travail de formation des hommes qui est essentiel. Mais et qui devrait faire ce travail? c'est bien pour ça que je remets au centre de la réflexion Les politiques. nos représentants de notre peuple Et puis les enseignants, peut-être. et les enseignants. Ouais. Et Et puis vous, les et médecins. puis nous, des médecins, mais moi, enfin, nous faisons un effort de pédagogie permanent. Allons faire un petit test. Je viens dans votre bureau et je vous dis, et vous me dites, bon, il faudrait quand même penser à la vaccination. Et je vous dis, la vaccination, c'est le diable. Qu'est-ce que vous me dites, monsieur René Correille? Je dirais qu'on peut avoir le vaccin et demander à Monseigneur Macaire de bénir l'aiguille avant. Vous faites en partie au Lucifer. Oui. Bon, très bien. Quelle est la situation actuelle de l'hôpital? Vous en êtes où? Parce que le discours ambiant, c'est bon, ça baisse, ça diminue, Alors, on va pouvoir déconfiner. ça baisse pas autant que ça. En fait, finalement, ça baisse, ça a baissé, mais on est stabilisé là. On est dans un plateau. C'est un plateau en réanimation et aux urgences. Et vous craignez que ça redémarre? On est dans un plateau. On peut pas savoir. Ouais, non, attendez, allez. Non, très franchement. Non, parce que tous les facteurs de redémarrage sont réunis là, à partir de lundi. On est bien d'accord? Probablement. Il y a 62 000 enfants qui vont s'embrasser, se sauter dessus. Bonjour, comment tu vas? Tu as passé de bonnes vacances, etc.
Et puis le soir, ils vont Mais rentrer chez eux. l'impact, c'est pas tout de suite, c'est dans 15 jours. Oui, non mais bon, ils vont rentrer chez eux. Oui, c'est le réservoir de... Et leurs parents ne sont pas vaccinés. Pour ceux qui ne sont Pour la pas plupart, vaccinés. pour la plupart. Et c'est là que, en fait, le réservoir du virus est. Mais malgré tout... Je vais vous donner les chiffres quand même, hein, parce que il y a 335 000 habitants de plus de 12 ans, à peu près. Et première injection, 115 000 personnes. Donc il en reste plus de 200 000 non vaccinés. Ça serait bien qu'il y ait 1500 vaccinés par jour pour qu'on puisse atteindre un seuil qui nous permettrait d'être protégés tous des morts qui vont sur arriver. 100 jours, c'est-à-dire sur les, on va dire les 3 prochains mois, ce serait génial. Et à la limite, la Martinique devrait avoir un seul défi, c'est avoir ce chiffre-là d'augmentation des vaccinations. Mais pour venir à votre question, on est en plateau. Peut-être que ce sera un court plateau de 2-3 jours, mais nous sommes dans une grande vigilance. On ne baissera pas la garde, c'est-à-dire qu'on ne réduit pas les capacités d'accueil des patients, et en réanimation et en médecine Covid. Et donc ça impacte sur le fait, par exemple, de pouvoir faire tourner les blocs et opérer des personnes qui ne sont pas Covid et qui sont pénalisées actuellement par ça. Mais voilà, c'est ça la stratégie de l'équipe de direction, qui suit au plus près l'évolution. Et en par heure. Voilà. Mais est-ce que vous êtes prêt à un éventuel redémarrage? Parce qu'on est bien d'accord que vous avez été totalement surpris. Le 4 juillet, quand vous avez vu des centaines de personnes qui arrivaient, vous n'étiez pas prêt à ça? Absolument. Ça a été un vrai tsunami. Mais quand je dis un tsunami, un vrai tsunami. Les équipes qui étaient déjà bien lasses de s'être pris déjà 3 vagues, s'en sont ramassées une qui était hors du commun. Et heureusement qu'on a eu la relève qui a tendance à s'arrêter là. Alors, quand vous parlez de relève, alors bon, allons l'évoquer, parce que ça a relevé du scandale, j'allais dire national, la façon dont un petit groupe de Martiniquais a accueilli la relève venant de France pour aider et, comme son nom l'indique, prendre le relais des soignants martiniquais. Qu'est-ce que ça a eu comme impact dans la communauté médicale? Ça a eu le mérite de faire tout le monde de faire corps sur cette indignité pour lesquelles il n'y a pas d'excuse, quoi. C'est peut-être parce qu'il n'y avait pas la connaissance de l'impact que ça a. Mais ces collègues-là qui viennent ont relevé des équipes qui étaient épuisées et qui n'ont même pas pu partir en congé, mais qui ont pu partager la charge, quoi. Et c'est ça qui est important. Est-ce que la mansuétude ou la proximité qu'on a pu relever dans le discours d'un certain nombre de syndicalistes ou même de médecins avec des activistes, est-ce que ça a changé la donne? C'est-à-dire, est-ce que ça leur a donné de la légitimité, c'est ça? Au contraire, est-ce que dans le personnel hospitalier, les gens qui étaient plus ou moins proches de ces activistes se sont dit, c'est peut-être pas la bonne voie? Je pense que ça a touché à une valeur cardinale de notre pays, l'accueil et la capacité. Et je pense que les gens ont été choqués. Et je pense que c'est sain, ça. Ça signifie que notre corps social est sain. Pour moi, c'est comme ça que j'analyse ça. Et je pense que nos équipes ont su faire la part, quoi, de manière très intelligente, de ce qui, parfois d'extrême, qui débouche sur pas grand-chose et qui même auront un impact peut-être sur le soutien qu'on pourrait obtenir dans les jours à venir. Parce que si ce plateau continue, ça va être chaud. Ça va être très chaud. On souhaite pour vous qu'il ne se transforme pas en pente ascensionnelle, parce que sinon, ça va être la catastrophe. Là. Ben oui, je pense, oui. Parce que vraiment, on est au bout du rouleau tous. Alors, évidemment, nous sommes à côté de vous, à travers l'ensemble de nos téléspectateurs, et nous vous soutenons. Parlons justement de ceux qui se retrouvent exclus du système, tout simplement parce qu'ils ne sont pas malades du Covid, ils sont malades d'autre chose. J'ai l'impression que ce que vous appelez les pertes de chance ont explosé
pour les gens qui étaient malades du cancer, les diabétiques, les hypertendus, les gens qui faisaient des accidents domestiques, etc. Le Covid a tout pris et ces gens-là ont vu leur chance de guérir diminuer. Tout le monde dit ça. Vous le vivez comment à l'hôpital? Très difficilement. Parce que, en fait, ce sont des patients qu'on connaît. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Mais on ne peut pas le mesurer. C'est impossible de le mesurer. C'est impossible de savoir si certains de nos patients ne sont pas morts à domicile. Parce qu'on n'a pas à les relever de ça. Par contre, ce qu'on sait, c'est que si on veut vraiment être utile pour la prochaine vague, il faut que tout Martiniquais qui connaît une personne obèse, une personne diabétique, une personne hypertendue, une personne ayant une insuffisance rénale, une personne ayant un problème immunitaire, une personne qui a une insuffisance cardiaque, l'adjure de se faire vacciner. Parce qu'il sera le prochain sur la liste. Là, vous êtes très clair. Les prochaines victimes, c'est les gens dont vous venez de décrire les maladies. Et les personnes âgées. Ouais. Ça a toujours été celles qui ont été le plus impactées. Et ça, quel que soit l'âge. On a des patients de 20 ans qui sont obèses, en réanimation, couchés sur le ventre, avec un tube dans la gorge. Ouais. Il faut plus que ça se... Enfin, je crois, moi, qu'il faut qu'on arrête ça. Et la meilleure manière d'arrêter ça, on le dit dans les webinaires avec les politiques, on leur dit, vous avez des services sociaux, vous avez des CCAS, repérez ces populations cibles, essayez de prévenir l'hécatombe pour la prochaine ou l'après-prochaine vague. Il faut qu'on stoppe ce processus-là. Ces gens-là, alors vous me direz, certains pourront dire, mais c'est leur choix, ils ont le droit de mourir, mais nous, en tant que praticiens, on ne supporte pas ça. Hein. On ne supporte pas la mort de nos patients. Hein. Vous n'êtes pas on n'est pas du tout. On n'est pas bâti pour ça. Ouais. Vous n'êtes pas les pompes funèbres de toute façon. Absolument. Notre métier, c'est de faire en sorte que les gens vivent mieux et qu'on partage avec eux les moments de plaisir qu'on a quand on les rencontre. Allons parler des gens, plus spécifiquement, qui ne sont pas atteints par le Covid, qui sont malades d'autre chose, qui sont peut-être vaccinés d'ailleurs, et qui, compte tenu de la très forte mobilisation des soignants pour s'occuper des Covid, parce que vous l'avez dit, vous y avez fait allusion il y a quelques minutes, il y a des services entiers qui sont passés de neurologie ou de diabète à Covid, on est bien d'accord? Exact. Bon, on a fait quoi les patients? Qu'est-ce que vous avez fait d'eux? Ces patients-là, probablement, j'espère, n'ont pas fait de complications, mais ils ont été abandonnés par le système parce qu'on n'a pas le suivi. Alors attendez, vous savez qu'ici on cherche à être précis. Abandonnés par le système, ça veut dire quoi? Vous les avez renvoyés chez eux? Non, ils n'ont pas pu entrer à l'hôpital. Ah déjà? Oui, ils n'ont pas pu entrer à l'hôpital. Mais ceux qui étaient à l'hôpital, vous les avez pas renvoyés? Les patients qui étaient là sont rentrés parce qu'ils avaient fini leur cure ou leur traitement, ils sont rentrés chez eux. On a mis pour certaines équipes un suivi à domicile téléphonique pour savoir ce qu'ils devenaient. Ça n'a pas été pour tout le monde parce que, en fait, dès qu'on a arrêté de faire ce suivi-là, on a toutes les équipes ont plongé dans le Covid jusqu'au cou pour pouvoir essayer de sauver la vie des gens. C'est maintenant qu'on essaie, on réarme les services, on refait des consultations, on fait du retour avec... et c'est maintenant qu'on essaie de rattraper ce qui a été perdu. Mais depuis 18 mois, clairement, il y a une perte de chance des personnes, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont aggravé leur maladie parce qu'elles ont eu peur de venir à l'hôpital, parce qu'elles ont eu peur du Covid, parce qu'on n'a pas pu les hospitaliser, parce qu'on n'en avait pas les moyens. Et ça, quand même... Pour moi, c'est un système qui est défaillant. Mais... C'est clair que tout le monde n'a pas les moyens de prendre un billet d'avion, de partir et d'aller se faire soigner ailleurs. Mais ça aurait été un billet pour rien, parce que là-bas, le système est identique. C'est une maladie, c'est une pandémie. C'est le monde entier qui est atteint par cette maladie. Et quel regard vous portez sur... il va falloir qu'on en parle quand même, l'hôpital de demain. Parce que il est clair que il y a des pays où on va dire que ça va beaucoup mieux. Hein. Quand on regarde l'Espagne, quand on regarde la France hexagonale, quand on regarde le Danemark, bon, ça va mieux tout simplement parce que ces pays sont massivement vaccinés. Très bien. Maintenant, quel regard vous portez sur l'hôpital de demain? Une fois que cette histoire est terminée, elle va probablement se terminer
quand la population sera globalement vaccinée de manière plus importante au courant 2022, quelle est la première des priorités pour l'hôpital en Martinique? Alors, en fait, vous posez une question qui est fondamentale pour moi. Je suis désolé. Parce que on doit tirer les leçons de ce qui s'est passé. Ah ben, oui. Il y a un certain nombre de leçons personnelles, enfin moi, personnelles, qui n'engagent que moi. Je ne suis pas déciseur dans mon hôpital. C'est il faut absolument qu'on revisite la gouvernance, l'organisation. Alors, là, il y a des gens qui nous écoutent. Vous savez, ils sont dans leur petit quartier, la gouvernance revisitée. Je suis pas sûr qu'ils aient pisé. L'organisation des soins au plus près du patient doit être à la fois avec la meilleure des technicités, la qualité des soins, mais aussi la meilleure des organisations. Oui, c'est les hommes en fait. C'est pas la technique. C'est que l'équipe qui est là soit optimisée dans son fonctionnement, dans les moyens qu'elle a. Mais comment on fait, docteur René Corail? On change les gens? Non. Parce qu'en plus, vous avez une moyenne d'âge plutôt élevée dans cet hôpital. Hein? Ces gens-là font leur job. Ce qu'il faut, c'est qu'ils aient le socle de base de matériel qui est nécessaire. Ce qu'il faut, c'est que dans le système, il y a un système de pilotage transversal, c'est-à-dire que le médecin, le cadre de santé ait les moyens dans son équipe au plus près, au lieu que ça soit centralisé. Donc, ce qu'on appelle la subsidiarité, c'est-à-dire qu'on donne au plus près du patient les moyens pour la formation, la recherche, pour les soins, pour l'organisation des soins. Bon, c'est fondamental. C'est ça la gouvernance. En fait, ce que vous dites, c'est pas tant une problématique technique, on va dire ça comme ça, mais c'est la politique de l'hôpital. Absolument. Et d'ailleurs, ça fait partie d'un rapport, le rapport Clarisse qui vient d'être sorti, dit ça. C'est-à-dire redonner aux chefs de service et aux cadres la gestion de leurs équipes et de leurs équipements. Alors moi, je suis très inquiet pour vous parce que je ne suis pas sûr que cette politique change très très vite. Surtout que je regardais des chiffres du taux de recours au système de santé en Martinique. On a le taux de recours le plus faible avec la Guadeloupe de France. Les gens ne vont pas à l'hôpital, contrairement à ce que d'ordinaire on entend. On est bien d'accord. Ils ne vont pas chez leur médecin et ils n'ont pas recours aux soins. Vous vous rendez compte Est-ce que vous pensez, M. Marajo, que ce que vous dites là aujourd'hui, c'est connu d'aujourd'hui? C'est connu de vous. C'est connu depuis des années. Oui, mais pourquoi personne n'en parle? Mais c'est connu de nos décideurs politiques, de l'ARS, de l'État depuis des années. Non, mais alors ma question est la suivante. Si les gens commencent à dire, écoutez, comme nous ne faisons pas appel au système hospitalier, aux médecins, enfin aux soins de manière générale, on va y aller parce qu'on y a droit, parce que c'est normal, parce qu'on paye pour ça. Mais vous allez être complètement envahi. Oh, je pense pas. Ah, vous êtes prêt? Non, mais je pense même que ça peut améliorer la qualité des soins. Ah ouais, carrément. Mais plus s'il y a une offre, plus il y a de demandes, plus l'offre va devoir s'adapter. Et puis, il va falloir créer des emplois, là, un maximum. Mais bien sûr. Mais comment vous allez gérer un hôpital? Vous vous rendez compte que, par exemple, au service des urgences, ce qu'on entend, ce qui est relayé par les médias, c'est que, oula, les mecs ne venaient pas, il y a trop de monde, il y a tout le temps des gens aux urgences, on est dépassé, on n'a pas de moyens, etc. On est d'accord? Mais si les Martiniquais venaient autant aux urgences que dans d'autres régions... Je pense que les urgences, c'est pas le bon reflet. Oui, mais bon... Je pense que là où les Martiniquais devraient aller, c'est rendre plus souvent visite à leur médecin traitant. Oui, ça c'est clair. Parce que là, il y a une éducation, une prévention primaire, secondaire, tertiaire, et surtout, il y a un suivi des fameuses maladies et des comorbidités. Ouais, mais bon, vous avez vu le nombre de médecins dans certaines spécialités? Mais on se bat pour augmenter ce nombre de médecins. Vous savez qu'actuellement, dans notre hôpital, on a un tas de jeunes médecins qui ont été formés dans les années 80 avec la fac de médecine. Moi, mon inquiétude actuellement, je pars à la retraite là bientôt, c'est d'avoir une relève. Non, vous n'allez pas partir à la retraite. C'est d'avoir une relève. Et cette relève, elle est complètement, avec cette histoire de Covid, complètement démobilisée. Ils s'en sont pris plein la gueule. Pour pas un rond. Les jeunes Martiniquais, dont les parents sont fiers,
mais tellement décriés en tant que médecins. Ils ont vraiment pas envie de rester dans ce pays. Non, ne dites pas ça. Mais je vous le dis. Ouais. Ils vont Je vous le partir. dis. Mais on se pose la question, à la fin de la vague, là, Il y combien vont en a partir? beaucoup qui sont partis en 2009. Et je parle Mais des combien jeunes vont Martiniquais. partir de Ouais. cette situation dont ils ont pâti? Oui, Ouais. je vous le dis très franchement. C'est pas une bonne nouvelle que vous nous annoncez là. C'est pas une bonne nouvelle parce qu'il faut qu'on soit responsable. Nous sommes tous fiers de nos enfants quand ils ont fait des études. Quand ils retournent au pays, ce qui est toute cette génération de jeunes Martiniquais et Martiniquaises, ce sont surtout des jeunes femmes, mais il faut qu'elles soient respectées. Il faut qu'elles puissent faire leur job correctement, qu'elles puissent soigner, faire le métier qu'elles ont choisi. Et actuellement, il y a une grande menace pour elles. Très bien, Monsieur René Corail, nous avons fait le tour à peu près. Il y aurait tellement de choses à dire de la question. Je vous remercie et je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui vont, à travers moi, vous remercier également. Mais c'est pas moi qu'il faut remercier, c'est ma communauté. Oui, non, mais attendez. On va d'abord vous remercier parce que vous faites partie d'une communauté, effectivement, qui a du courage et qui s'est mobilisée pour sauver des gens. Et ça, c'est fondamental. Et puis, surtout, pour lutter contre... Enfin, j'espère que nous le faisons ici de manière régulière pour lutter contre l'obscurantisme que certains utilisent pour détourner les gens de la vérité, et ça c'est terrible. Alors, comme vous le savez, dans cette émission, on fait un peu de littérature à la fin. C'est très bien. Notre partenaire, c'est la librairie antillaise, qui est restée ouverte pendant cette longue période, 6 semaines, de confinement. Alors, je tiens à vous recommander le dernier ouvrage de Raphaël Confiant, La Muse ténébreuse de Charles Baudelaire. Alors, bon, on ne va pas présenter Raphaël Confiant, c'est un monstre de la littérature caribéenne et française, de manière générale, évidemment martiniquaise. Et là, vous allez apprendre que le petit Charles Baudelaire, que beaucoup d'entre nous ont étudié sur les bancs de l'école, avait comment on pourrait dire ça, une muse, une égérie venue des îles d'Amérique. Je ne vous en dis pas plus, c'est savoureux. Et bien évidemment, jetez-vous sur le dernier Raphaël Confiant. Alors, on fait un retour en arrière. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont eu le Goncourt parmi nos écrivains. Il y a Patrick Chamoiseau, mais je tiens à vous rappeler qu'en 1921, ça date pas d'hier, René Maran a eu pour Batouala un prix Goncourt. Je ne vais pas vous en dire davantage, mais toutes les questions qu'on remue en permanence sur le colonialisme, sur la domination, sur les confrontations, c'est à la mode là ces temps-ci, c'est dans ça. Donc lisez ça, ouvrez ça. D'ailleurs, l'éditeur qui sait de quoi il parle, à lire d'urgence en 2021. Ça date d'un siècle. Ouais. Alors, notre ami Serge Tali a commis encore un ouvrage qui va défrayer la chronique, Cyclone et tsunami en Martinique. C'est relatif aux élections territoriales de juin 2021. Tali, c'est un tueur d'hypocrisie. Et oui, et il a pris son temps. Il a noté toutes les déclarations, toutes les phrases qui ont constitué cette campagne. Et évidemment, quand vous allez lire ça, vous allez être mort de rire. Puisque, bien évidemment, les gens qui ont prononcé ces phrases et ces discours vont vous dire « Moi, j'ai jamais dit ça ». Malheureusement pour eux, il y avait Tali qui a tout noté. Et si vous lisez ça, vous allez être mort de rire et comprendre que, finalement, cette histoire de campagne électorale, c'est souvent un carnaval de mensonges. Bien, alors, Les Prophètes de Robert Jones. Alors là, alors, il y a des gens qui ont aimé Toni Morrison, il y a des gens qui ont aimé les grands auteurs nord-américains. Alors, il y a un petit nouveau, là. C'est Robert Jones, et qui nous plonge dans cette espèce de folie furieuse du racisme nord-américain qu'on dénonce régulièrement ici,
qui a encore des fondements du quotidien. Rappelez-vous, Je ne peux pas respirer, qui a déclenché des émeutes. Lisez ça et vous m'en direz des nouvelles. Et puis les polars, alors je fais à nouveau dans le noir américain, c'est suffisamment rare pour qu'on insiste dessus. Alors là, il y a une star absolue des écrivains afro-américains qui font du polar. C'est relativement rare. Je vous recommande Thomas Mullen, Minuit à Atlanta. Alors il y a une trilogie avec d'autres romans qui ont été publiés, notamment Darktown ou Les Temps Noirs. Minuit à Atlanta clôt la trilogie et c'est absolument fantastique, surtout que c'est vécu par des policiers noirs. Et c'est là que vous allez toucher le racisme structurel des États-Unis, surtout dans le sud, puisque ça se passe en Géorgie. Monsieur René Corail, merci à vous. Merci à vous de permettre à un membre de notre hôpital de pouvoir venir s'exprimer, parler peut-être au nom de tous, Oui. mais surtout obtenir que les Martiniquais fassent cause commune face à ce virus, mais de manière solidaire, quoi, et pour les plus fragiles. Très bien. Écoutez, j'espère que votre message sera entendu. En tout cas, nous, on va le porter, ne vous inquiétez pas. C'est ça, la prise de risque et le courage, on va dire ça comme ça. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci d'avoir retrouvé votre confiance dans cette émission. Merci de votre soutien et donc à la semaine prochaine.